la télé interactive. Nous sommes lundi 18 décembre, plus que 2 semaines pour passer le cap de 2023 et c'est l'heure du tribunal de l'actualité à Thomas dans le Nayala, auditeur et auditrice de la radio Watt FM sur la fréquence 100.7, téléspectateurs et téléspectatrices de Trui TV au numéro 264 sur le bouquet Canal Plus et sur la fréquence TNT de Multiplex. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la première audience du tribunal de l'actualité pour cette semaine. Vous le savez, c'est une tradition et pour l'audience du jour, je suis accompagné par le juge de siège, Geoffroy Vaha. Bonjour à vous. Bonjour Président Kaboré, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Et pour cette première audience, le tribunal de l'actualité auditionne le docteur Daouda Zouré. Il est économiste, conseiller économique, enseignant et auteur de plusieurs livres sur les finances publiques. Avec lui, il sera question à cette audience du décryptage du budget de l'État, exercice 2024. Bonjour et bienvenue à la barre du tribunal. Bonjour. Et sur ce, je déclare ouverte cette première audience avec l'étape des avant-propos. Geoffroy Vaha, qu'est-ce qui retient votre attention pour cette première audience? Bon, ce qui retient l'attention de la plupart des Burkinabés, c'est le remaniement ministériel intervenu hier avec la plupart des ministres qui conservent leur portefeuille, mais il y a quand même 6 changements majeurs. On a vu du côté du ministère des Affaires étrangères, Olivier Aramba, qui cède donc la place à Karamoko Jean-Marie Traoré, qui lui était ministre délégué de la coopération. Et pour sa part, c'est Stella Eldine Cabré, qui était consul général du Burkina Faso à Milan, en Italie, donc qui succède à Karamoko Jean-Marie Traoré comme ministre délégué. On a, pour ce qui est des mines, des carrières de l'énergie, Simon-Pierre Boussim, qui donc est parti, et on enregistre donc l'arrivée de Yacouba Zabré et canton Gouba, et bon, il y a beaucoup d'autres. Maintenant, il y a le ministre, par exemple, de la communication, Jean-Emmanuel Ouedraogo, qui devient ministre, qui conserve ses portefeuilles, mais qui devient ministre d'État. Et au niveau du secrétariat aussi général de la présidence, on a Mathias Traoré qui devient secrétaire général du gouvernement. Donc voilà un peu ce qu'on a comme changement. Il y en a pour lesquels peut-être on pourrait faire la lecture de sanctions peut-être, ou bien peut-être on va dire comme ça d'objectifs peut-être non rendus, mais en tout cas ce sont des décisions qui sont prises de façon claire au regard des des besoins du moment et des objectifs. Maintenant on se retrouve avec combien? En gros 3 ministres d'État, c'est-à-dire qui ne rendent pas compte directement au Premier ministre. Donc il faut faire aussi la lecture que le Premier ministre perd beaucoup plus d'influence sur certains ministres. Maintenant, on peut faire la lecture qu'on peut, parce que c'est des gens qui rendent compte directement au président. Peut-être que ce sont des points sur lesquels ils sont et qui, pour le président, sont devenus assez importants pour que lui-même gère directement. Bon, c'est des questions qu'on pourrait se poser. Mais bon, les changements ne sont pas majeurs, à part ce que je disais tout à l'heure. Mais celui du ministère, quand même, des Affaires étrangères, je crois que c'est un élément qui pèse. D'autant plus qu'on sait que sur ce chapitre-là, le Burkina a fait un gros virage et un gros repositionnement. Donc, revoir celui qui porte ce portefeuille, je ne pense pas que ce soit anodin. Le budget de l'État, exercice 2024, a été adopté par l'Assemblée législative de transition. Il se chiffre à 3019,1 milliards de francs CFA en recettes et à 3694,6 milliards de francs CFA en dépenses. La part allouée au secteur de la défense et de la sécurité est de 29,49%, soit environ 960 milliards de francs CFA. On en parle à cette audience avec l'économiste, le docteur Daouda Zouré. Avant d'aller au fond du sujet, du juge Geoffroy Vaha, question de généralité. Bon, pas vraiment de question de généralité, parce qu'on est dans
voilà, dans la réalité des choix qui sont faits, parce qu'un budget, quand vous le regardez, c'est prévision des recettes et des dépenses, et puis aussi, forcément, ce que vous avez comme répartition au regard des objectifs qui sont fixés. Je vais demander plutôt à notre invité du jour, de façon générale, lorsque vous regardez ce budget-là, qu'est-ce qui est marquant? Ce qui est marquant dans ce budget, en fait, d'abord, l'augmentation des dépenses militaires, qu'on a déjà vu de 30%, et le déficit budgétaire aussi, qui est très important. On était à 200 milliards, nous sommes à 600. Donc, ça veut dire que nous sommes passés, en fait, c'est-à-dire d'un niveau à un niveau très élevé. Bon, donc, la question aussi qu'on peut se poser, hein, lorsque vous faites un déficit, ça veut dire que vous devez prendre en compte comment financer le déficit dans la mesure où ça nécessite déjà un endettement. Donc ça veut dire que globalement, en fait, ça va entraîner un niveau d'endettement. Donc globalement, c'est ce que ça veut dire. Quand on fait aussi le point, c'est tout de même la première fois que le Burkina dépasse le cap de 3 000 milliards de francs. 3 000 milliards, voilà, c'est ça aussi. Donc maintenant, lorsque vous dépassez ce cap, donc il faut tenir compte, en fait, lorsque vous ne maîtrisez pas, en fait, les dépenses, dans les arbitrages ou autres là, donc vous débordez, par exemple, quand le ministère des Finances fixe des plafonds au niveau des prévisions de recettes ou autres là, lorsque maintenant les dépenses excèdent, maintenant, ce qui arrive maintenant, disons, à des déficits chroniques. Et ces déficits-là, il faut le financer. Mais maintenant, c'est à travers l'activité économique et la croissance que maintenant on peut financer un déficit avec des revenus. Mais aussi, soit on le finance à partir des bons du trésor et autres là, qu'on a vu, ou bien au niveau des banques. Or, pour financer au niveau des bons du trésor au niveau régional, donc ça dépend aussi, les conditions, c'est la trésorerie de l'État et aussi les perspectives économiques qui sont là. Bon, vous savez que dernièrement, en fait, l'UEMOA avait demandé de retirer ces bons-là. Donc, nous sommes dans une situation où vraiment on risque d'avoir des problèmes à long terme dans la mesure où il n'y a pas de perspective de croissance à long terme. Si vous vous souvenez, le dernier rapport du FMI sur l'ensemble des pays dit que tous les pays doivent investir dans les investissements productifs et maintenant dans les secteurs sociaux et éducation et santé. Donc, le problème se pose. Et maintenant, globalement, si vous voyez l'allocation intersectorielle des dépenses, allocation intersectorielle des dépenses, vous voyez que, en fait, les dépenses de l'armée sont au moins 6 fois plus que l'éducation et environ 2 fois plus que la santé. Bon, ce qui pose un problème, par exemple, lorsque vous n'investissez pas, donc, qu'est-ce qui se passe? C'est la croissance économique qui vient des secteurs sociaux. Donc, sur 10 ans, bon, si vous investissez dans le secteur social sur 20 ans, vous avez des effets d'une croissance de 2 chiffres qui permettent à 20 ans d'éradiquer la pauvreté. Donc, si vous faites l'effet inverse, vous allez avoir l'effet inverse sur 20 ans. Donc, ce qu'on appelle, en fait, dans mon livre, ce que j'appelle souvent des dépenses, en fait, qui peuvent être considérées comme des dépenses d'intérêt public. Par exemple, si on a des auditeurs publics, ça peut être des dépenses, je vois, d'infrastructures, des échangeurs, ou bien des dépenses liées à la défense, qui peuvent creuser des déficits. Donc maintenant, s'il y a des auditeurs peuvent maintenant alerter, dire que ces dépenses sont d'intérêt public, dans la mesure où tous ceux qui vont venir après vont hériter de ça, du déficit, et maintenant les générations futures vont hériter. Donc s'il y avait des instruments, par exemple aux États-Unis, lorsqu'il y a ces investissements-là, il y a une structure indépendante maintenant qui analyse les effets sur
sur la croissance ainsi sur la société à long terme. Alors, il y a le contexte sécuritaire que l'on connaît avec la situation où on est en plein dans la conquête pour recouvrir l'entièreté du territoire national. On alloue juste 29,49% au secteur de la défense et de la sécurité. Ça devrait passer pour un pays qui est en guerre tout de même. Bon, en fait, il ne faut pas, comme je dis, il ne faut pas régler les conséquences du problème. C'est-à-dire, si on s'attaque aux conséquences, on ne va pas s'en sortir. Les conséquences, en fait, la cause, en fait, la conséquence, c'est l'insécurité. Mais la cause, en fait, c'est l'ignorance. Lorsque on investit dans des dépenses contre lutter contre l'ignorance, avoir l'éducation, donc on va arriver à une vraie solution endogène et plus stable. Donc maintenant, ce n'est pas s'attaquer aux causes, aux conséquences. Les causes, c'est lutter, d'investir. En fait, moi je dirais l'effort de guerre, au lieu de l'effort de guerre, il faut l'effort de lutte contre l'ignorance. Et la lutte contre l'ignorance, c'est l'école. Une bonne école, maintenant, où quand les élèves sortent, ils puissent avoir un travail. Donc il faut d'abord aussi réformer le système éducatif. Donc c'est là, lorsque vous avez actuellement, je ne sais pas, même nous sommes en situation de guerre actuellement. Il y a des blessés civils et militaires. Si on n'alloue pas assez de dépenses au niveau de la santé, donc la situation va s'empirer. Même les militaires qui tombent actuellement, les infrastructures sanitaires au niveau de tout le pays. Donc l'État aussi, c'est la prévention des risques à long terme. Si d'ici là, on a un problème d'évacuation ou des blessés, lorsque vous n'avez pas, et en plus, tous ces élèves-là, tu as au moins 800 000 à 1 million qui ne sont pas inscrits. Ça c'est une bombe à long terme. Et à long terme, lorsque vous n'investissez pas dans ce secteur, là, ce serait une bombe à long terme. Or, si on investit dans ces deux secteurs-là, c'est terminé. Donc, il y aura moins de violence. Un enfant qui a 3 repas par jour et qui a un niveau d'éducation, il ne sera pas violent. Et en plus, il sera, disons, un acteur majeur dans la société productif. Donc, même s'il y a la guerre, il faut dire que la guerre, d'abord, elle doit être contre l'ignorance et aussi la guerre aussi contre le système de gouvernance aussi. Lorsque vous n'avez pas un bon système de gouvernance, vous ne pouvez pas gérer. La corruption a peut-être un frein à la mise en œuvre de toute la politique de développement. Tant qu'il n'y a pas ça aussi, et ça a un impact aussi sur le développement à long terme. Toutes les études l'ont prouvé, même au niveau de la CEDEAO et tous les pays, que toute la corruption, et que lorsque la corruption augmente de 1%, ça a un effet de 0,75% sur les questions de développement, mais aussi aucune politique de développement aussi ne peut être mise en œuvre dans nos pays par la corruption et la mauvaise gestion. Et maintenant, qui fait que souvent, même les secteurs de la santé et l'éducation sont privés en fait de choses. Et lorsque la corruption atteint aussi le capital humain, aussi, c'est des pertes générationnelles, c'est-à-dire l'éducation et la santé. Donc, ce qui peut arriver à terme, et moi je crains beaucoup, lorsque vous avez une économie informelle qui n'est pas productive, qu'on ne produit pas de richesse. Ça veut dire que sur 20 ou 30 ans, on sera de payer la dette. C'est ça le problème. C'est ça, 20 ans, 30 ans pour payer la dette. Et aussi l'indice de développement humain, ce qu'on fait le classement des pays. C'est-à-dire les deux critères en fait de développement, c'est l'éducation, la santé et le revenu par tête d'habitant. Donc ça veut dire que notre pays encore, sur 20 ou 30 ans, on sera les derniers, dans la mesure où on n'a pas investi dans ce secteur-là. Ce secteur, si vous prenez des pays comme la Norvège, le Danemark et autres là,
sont plus développés nettement que les États-Unis, comment s'appelle, l'Union soviétique et la Chine. Parce que leur indice de développement, ils ont plus investi dans la santé et dans les secteurs sociaux. Et en plus, ces pays n'ont pas d'armée. Lorsqu'ils n'ont pas d'armée, donc ça permet d'avoir plus de ressources et investir, c'est pourquoi ils sont plus développés. Vous voyez des pays comme le Japon, nettement plus développés, l'Allemagne qui est plus développée que la France, et ainsi de suite. Donc, lorsqu'ils allouent moins de dépenses, eux, ils ont développé par exemple la sécurité. Vous voyez même un pays comme la Tunisie par rapport aux autres pays du Maghreb, ils n'ont pas une armée. Donc, la sécurité, par exemple, les dépenses de sécurité peuvent avoir un impact sur le développement dans la mesure où ça sécurise les investissements. Et c'est moins cher encore. Et donc, ça libère plus de ressources. Si vous voyez la différence entre les États-Unis et tous les pays qui ont des armements par rapport à la Norvège ou au Danemark, qui sont les pays les plus développés du monde par rapport même à la Chine. Donc, les dépenses, ça c'est toutes les politiques de croissance économique qu'on enseigne dans toutes les universités du monde, que les dépenses, même des études qui ont été faites sur un ensemble de pays africains, 15 ou 16, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, dit qu'en fait, lorsque vous investissez dans l'éducation et la santé, ça a un impact sur la croissance et la stabilité, et que les dépenses militaires ont un impact négatif et accroît l'insécurité. Donc tout ça, ce sont des études qui ont été faites pour ces pays-là. D'accord. Bon, quand on regarde la progression de la part du budget qui est alloué à la sécurité et à la défense, on voit qu'en 2016, on était à 12,49% du budget. En 2022, on est à 20,27%. C'est dire on est à quoi, un peu moins de 8 points, en gros 8 points en gros. Mais en 2022-2023, c'est dire on est passé de 20,27 à 28,42% de part de budget en seulement une année. C'est dire que ce qu'on a fait comme effort de 2016 jusqu'à 2022, on en a fait pratiquement autant en une année de budget. Et maintenant, on a atteint le point de 29,49% du budget en 2024. C'est quand même vertigineux. Et de 2016 à 2022, le reproche que les Burkinabés ont fait, c'est de ne pas sentir, comment dire cela, la croissance de l'effort pour la guerre aller avec les résultats. Mais depuis quand même aussi quelques temps, pour beaucoup de Burkinabés, il y a, quoi qu'on dise aussi, sur le théâtre, des éléments qui sont bien différents. Ça veut dire que dans la guerre à mener, il y a une vraie guerre qui est en train d'être menée parce que le terrorisme, il faut bien aussi y faire face et quelquefois aussi c'est par des armes. Même si certains proposent aussi des alternatives, mais il y a une guerre quand même à faire. Est-ce que ce n'est pas, pour répéter un peu la question du président Kaboré, est-ce que ce n'est pas l'effort à faire aujourd'hui, quitte à ce que après il y ait une meilleure redistribution des choses. Il y a quand même un terrorisme qu'il faut stopper. Est-ce que cela ne se comprend pas? Non, moi, pour ma part, en fait, ça ne se justifie pas. Pourquoi? Même si on est en situation de guerre, l'augmentation des budgets, vous avez dit que quels sont les résultats qui sont attendus? On ne peut jamais gagner une guerre. Ça, c'est le principe même. Vous avez vu les États-Unis en Afghanistan, où les Russes en Afghanistan, ils ont échoué. Et pour nous, le terrorisme là, bon, je m'excuse, il est interne. Ce sont nos enfants, une partie qu'on a laissée, et puis maintenant qui se sont rebellés. Et la question, maintenant pour résoudre, ce sont des gens victimes par leur ignorance. Et c'est là qu'il faut mettre l'accent, maintenant, victimes de leur ignorance, et maintenant, qui sont à proie, en fait, avec d'autres forces du mal. Donc, c'est agir maintenant sur la connaissance et le bien-être. Aujourd'hui, vous mettez, je dis pendant 40 ans, il n'y a eu aucun investissement de l'État dans toutes les régions du Burkina. Si l'État n'est pas là, et que
les gens ne se sentent même pas étant des citoyens. Lorsque vous faites des écoles aujourd'hui, avec des cantines, à 80%, tous les déplacés là, 80%, personne ne va laisser en brousse dans la misère. Hein. Et tous vont revenir. Dans la chose. Il faut résoudre le problème par les questions, c'est-à-dire les problèmes, c'est-à-dire les causes. Donc il faut les résoudre par les causes et non les conséquences. C'est vrai qu'on est en guerre, mais ça ne justifie pas. Ce qui justifie la réponse, maintenant, c'est le bien-être des populations. Et en plus, il faut que les populations aussi puissent décider aussi de leur sort. Lorsqu'il n'y a pas une décentralisation, déconcentration de l'État, donc lorsqu'il y a chaque région se sent responsable de sa gestion, on aura résolu le problème avec une répartition équitable des ressources dans les régions. Chacun prend dans le nord ou que ce soit dans toutes les régions, les gens se connaissent. Lorsqu'ils ont la responsabilité de gérer leur région, donc on va résoudre le problème à presque 40% ou 50%. Donc c'est cette question qu'il faut voir. Effectivement, il y a la violence, mais il ne faut pas résoudre la violence par la violence. Donc, il faut résoudre en fait de façon une guerre intelligente qui consiste à lutter en fait contre l'ignorance, mais aussi que les enfants soient dans les conditions. Lorsqu'un enfant a faim, il est dans la misère, il est exposé à tout. Aussi simple que ça. Donc maintenant, mettre des cantines scolaires, des centres de médicaux scolaires comme on avait dans le temps des... Donc, effectivement, c'est une réalité, mais la question de fond, c'est ça. Hein. Il faut mettre en place des politiques de développement endogènes qui puissent responsabiliser les régions à leur sort. Donc, chaque région sera responsable de la sécurité et des questions de développement et de la répartition des ressources et des types de formations qu'ils doivent faire dans les régions. Donc une autonomie. Là, je dirais que là, on ira vers une vraie démocratie. La vraie démocratie, en fait, que chaque région décide de sa politique de développement. Or là, nous sommes dans un centralisme. Donc, le levier même de la vraie démocratie, c'est la déconcentration de l'État dans toutes les structures et que les populations décident de leur politique et de leur avenir. Donc, si les décisions doivent venir de Ouagadougou et que, celui qui est là dans son bureau à Ouagadougou, qu'est-ce qu'il peut connaître des questions à Orodara ou à Dédoukou ou bien à Djibo, ainsi de suite, ou à Gawa. C'est pas possible. Donc, lorsqu'on parviendra en fait à une réforme de l'État, donc, et avec aussi, j'insiste aussi, un système de gouvernance, lorsqu'il n'y a pas une bonne gouvernance, aucune politique ne peut marcher. C'est ça. C'est la condition même de gérer nos États. D'accord. On va juste rappeler aux auditeurs qui nous prennent en marche sur la radio Watt FM que le docteur Daouda Zouré, économiste et conseiller économique, est notre convoqué à la barre du tribunal. Quand on scrute un peu ce budget de l'État, plus de 3 000 milliards de francs CFA, on n'est tout de même pas dans le tout militaire, 29% et quelques pour la sécurité et la défense. On a aussi 26% accordé à l'éducation. Je suis d'accord avec vous, mais ça doit être l'inverse. Ça doit être l'inverse. C'est-à-dire, ça doit être l'inverse. Pourquoi? Parce que l'éducation et la santé doivent être les secteurs prioritaires. Dans toutes les politiques de développement, ce qu'on appelle les secteurs prioritaires. Est-ce que les politiques de développement dans un État en guerre ne diffèrent pas d'un État qui a de la stabilité totale? Non, ça ne diffère pas. Ça ne diffère pas. Lorsque vous êtes en guerre, donc les gens ont tendance à augmenter les dépenses militaires, ce qui n'est pas bon. Donc ça amplifie encore le problème. Donc maintenant, il faut être lucide, dire voilà, la question, comment il faut résoudre la question de fond. C'est ça. Lorsqu'on est en période de guerre, effectivement, dans tous les pays, en conflit, il y a, comme l'a dit le directeur, donc il y a une tendance exponentielle à augmenter les dépenses militaires. Et ça amplifie encore les problèmes. Donc ça devait être l'inverse, que par exemple, nous puissions, si on veut se développer, 60% du budget dans le secteur de l'éducation et de la santé sur 20 ou 30 ans. Et là, on pourra, c'est toutes les politiques qui ont réussi, c'est ça, même la Chine, actuellement. En 1983, quand la Chine a lancé son programme de développement économique, ils ont envoyé
plus de 1 500 000 Chinois dans la mesure université aux États-Unis et en Europe avec la bourse. Et là, jusqu'à présent, les Chinois donnent la bourse. Oui, mais à se rappeler que la Chine avait perdu l'intégrité de son territoire national en son temps. Non, même ça, ça ne justifie pas. Il faut voir. La Chine était dans la pauvreté totale, hein, dans la pauvreté totale. Donc, c'est pour vous dire que c'est-à-dire c'est l'éducation qui est à la base de. Lorsque quelqu'un est éduqué, donc il n'est plus violent. C'est aussi simple que ça. Donc, on va résoudre le problème. Lorsque quelqu'un est éduqué, il n'est plus violent. Lorsque quelqu'un a un emploi, aussi, il ne va pas risquer sa vie. Donc, il faut résoudre ce problème. Lorsque quelqu'un a un emploi, il ne va jamais risquer sa vie. Il va protéger sa vie. On dit que c'est la condition économique qui détermine le comportement social des individus. Aussi simple que ça. Lorsque vous avez un revenu, vous protégez. Lorsqu'un enfant a 3 repas par jour, donc il protège sa vie. Donc, vous allez avoir des gens, au moins qui vont comprendre les choses. Donc, ils ne vont pas aller se donner aux forces obscurantistes. Donc, ils vont réfléchir. Donc, au lieu de s'enrôler, lorsque vous allez pour les enrôler, ils vont réfléchir par 2 fois avant d'être à l'autre. Et si l'enfant a 3 repas par jour, donc tu ne peux plus l'influencer. C'est tout. Donc, l'influence vient par là. Bon, vous savez, hein, comme les gens sont là, ils influencent les gens par leur ignorance et aussi par leur niveau de pauvreté. Non, c'est ça, il faut résoudre. Sinon, pour le déficit, bon, je pense que c'est vraiment énorme. Hein. Et la question, c'est de financer. Donc, vous savez, nous allons avoir un niveau d'endettement encore très élevé. Maintenant, comment financer tout déficit? La question de tout gouvernement, c'est lorsqu'on pose un déficit, là, la question pour tout gouvernement, le problème, c'est de dire comment on va financer le déficit. Lorsque vous n'arrivez pas à répondre à cette question-là, comment on va faire? Ce sont les générations futures, maintenant, et pas les générations futures, ceux qui vont venir gérer après vous, justement dans les problèmes, aussi simple que ça, et maintenant, les générations futures. Quand on regarde celui du Burkina, c'est quoi? Un peu plus de 600, non? Notre déficit. Quand on le prend en ratio, est-ce qu'on dépasse les niveaux qui sont conseillés? Bon, quand on s'endette d'abord, il faut tenir compte de sa capacité de rembourser la dette, ce qu'on appelle la viabilité de la dette. Lorsque vous ne faites pas ça, donc vous allez avoir des problèmes. On est passé de 200 à 600 et de 200 à 600. Et tout en sachant que la situation économique, l'environnement économique n'est pas prospère. C'est l'environnement économique qui permet en fait de produire des richesses et maintenant qui tient compte maintenant de l'évolution du budget et du déficit. C'est ça. Et tout c'est devenu par l'activité économique et les investissements. Lorsque vous n'investissez pas, à long terme, si on avait investi, il n'y a pas de problème. Donc, dans des secteurs productifs, à long terme, dire, voilà, même si c'est dans 10, 15 ans, voici comment on va financer le déficit. Lorsque l'on n'est pas dans cette perspective, c'est le problème. Et quand vous dites est-ce que nous ne sommes pas dans cette perspective, il y a quand même du développement qui est envisagé par ce gouvernement de transition. On a vu un certain nombre d'actions qui ont été posées. Il y a la pose de la première pierre de la raffinerie. Par rapport aux dépenses allouées sur le secteur de la défense, notamment la prise en charge des VDP, il y a le fonds de soutien patriotique pour lequel les populations contribuent. On parle de 70 milliards pour l'année qui est en train de circuler déjà. Est-ce que là, ce ne sont pas déjà des perspectives qui se dégagent un peu quand on envisage un peu les retombées qui sortiront de l'usine de raffinerie? Bon, m'excusez, hein, une usine de raffinerie ne peut pas avoir un impact comme ça sur sur le développement à moyen terme. C'est pas une usine. C'est-à-dire, c'est en fait, bon, lorsque, vous m'excusez, hein, c'est un exemple parmi tant d'autres de développement. Il y a même l'initiative présidentielle pour l'agriculture et tout. Avec vous, parce que toute initiative qui ne s'inscrit pas dans une politique de développement, une stratégie à long terme, est vouée à l'échec. C'est ça. Toute initiative, lorsque vous prenez, lorsque ça ne s'inscrit pas dans une stratégie et développement à long terme, c'est voué à l'échec. Donc, c'est de mettre en place
des politiques cohérentes de développement qui vont développer tous les secteurs, y compris les raffineries et aussi le secteur minier, le secteur minier dans sa globalité, le secteur de l'économie, et tout ça, c'est l'économie, l'éducation. Si vous n'avez pas, par exemple, si vous n'avez pas de cadres qualifiés, comment vous pouvez même estimer les quantités d'or que vous avez? Vous ne pouvez pas, vous êtes dépendant. Et même raffiner, il faut en fait la main-d'œuvre qualifiée. Lorsque vous avez la qualification dans tous les domaines, donc, voilà, le secteur de l'éducation, donc vous exposez, par exemple, pour développer l'agriculture. Lorsque vous mettez des centres de formation dans les campagnes, en agriculture, la productivité augmente. Et en plus, si vous mettez la recherche maintenant dans chaque région pour trouver des variétés nationales de riz, ensuite, ça permet maintenant l'autosuffisance, et puis maintenant l'État maintenant sera arbitre maintenant entre les producteurs et les industriels et les consommateurs pour éviter en fait que tous ces spéculateurs soient sur le marché. Donc en fait, il faut une politique d'ensemble, en fait cohérente, qui s'inscrit dans une vision globale de développement de 20 à 30 ans. Donc c'est ça qui peut avoir un impact sur le développement. Voilà. Ce n'est pas que la raffinerie ou des produits, non, il faut un développement carrément de tous les secteurs. Et ça passe aussi par autre chose. Il y a un pays que je connais qui avait des ressources minières et que les gens voulaient exploiter. Le président a dit non, que pas question. Et il a mis 10 ans pour former tous ces cadres. Et maintenant, ils peuvent être des répondants par rapport aux choses minières. Si tu n'as pas de répondants, maintenant, il faut mettre des stratégies et tout. Si tu n'as pas de compétences, tu ne peux même pas avoir la teneur ou les quantités, l'expertise, au fond, ça. Donc, le secteur, tous les secteurs, c'est-à-dire, ne peuvent que développer, même l'industrie, ainsi de suite, que par la qualification de la main et l'expertise. Donc, ça permet en fait le développement de tous les secteurs. Donc, toute action individuelle qui ne s'inscrit pas en fait dans une politique vous l'échec. C'est ça. Il faut que ça s'inscrive en fait. C'est bon, hein, c'est bien, mais il faut que ça s'inscrive dans une vision de développement d'ensemble. Et puis bon, vraiment aujourd'hui, faire une usine de tomates. Vous encouragez les gens à faire de la production pendant que l'État ne protège pas, disons, dans ce secteur des importateurs qui viennent et qui font une concurrence déloyale. Donc, toute cette unité de production est vouée à l'échec tant que l'État même, c'est-à-dire qui est en fait le fossoyeur même des choses de développement en donnant des autorisations à des importateurs faites pour faire une concurrence déloyale en fait à nos entreprises. Donc lorsque ces trucs ne sont pas pris, regarde tous les jeunes qui s'installent dans le projet, ça échoue. Pourquoi? Parce que le marché n'est pas organisé par l'État, on donne des autorisations à des importateurs, maintenant qui font une concurrence déloyale au secteur. Non, là, il faut voir. Mais, je pense que là, c'est qu'il y a une demande. Il y a une demande qui est constante sur certains produits, parce qu'on n'est pas encore prêt. Parce qu'on n'est pas prêt, il faut accepter au moins qu'il y ait une offre. Maintenant, on s'organise pour pouvoir contrebalancer, pour avoir une offre domestique qui soit robuste. Peut-être c'est de cela que procèdent aujourd'hui les stratégies qui sont mises en place avec la transformation de notre tomate. Pour prendre que ce secteur. C'est pas maintenant qu'on a eu la transformation de tomate, on a eu Savannah et autres qui étaient mieux structurés que ça. Hein. Bon, donc ce n'est pas la première fois qu'on a eu ça, une Savannah et toutes les usines. C'est-à-dire la question, c'est-à-dire on donne, on protège les marchés et maintenant on fixe des normes d'importation, des quantités d'importation et maintenant encourager nos producteurs à couvrir le marché à terme. C'est aussi simple que ça. On incite maintenant, on leur donne les moyens maintenant pour pouvoir couvrir le marché. C'est ça la stratégie. Donc, vous avez par exemple les huiles. Donc,
qui viennent frélater ou moins cher que nos huiles, c'est pas normal. Soit c'est de mauvaise qualité pour bénéficier de la subvention. Dire aux importateurs de prendre dans nos huileries et puis maintenant les donner les moyens à long terme, à moyen terme, dire voilà, à moyen terme on protège le marché et limiter la quantité des importations et dans 5 ans vous couvrez le marché. C'est tout. C'est comme ça la politique en fait qui peut maintenant encourager, en fait, protéger nos choses, nos industries naissantes. Toute industrie naissante doit être protégée. C'est vrai que lorsqu'on écoute notre convoqué du jour, d'abord, sur le regard par rapport au budget, je pense qu'il y a quelque chose qui est assez clair, c'est que quand on regarde, on met tout dans la guerre et pour lui, il y a quand même à plutôt réorienter sur les causes essentielles qui sont l'ignorance et beaucoup d'autres éléments. Bon, ça c'est une approche, je ne vais pas peut-être continuer le débat là-dessus. Maintenant sur les questions même d'alternatives, parce que quand on fait la guerre, même quand ça s'arrête, il faut que des gens continuent de vivre et il faut qu'il y ait une économie robuste derrière. Quand on écoute aujourd'hui nos autorités, on a plutôt l'impression que ce que vous dites le prennent en compte parce qu'ils veulent qu'on ait une offre domestique robuste dans la plupart des secteurs et que pour ce qui est de nos produits, on soit capable de les transformer nous-mêmes. Je pense que c'est de cela que participe la question de la raffinerie. On a vu les usines dont les poses de première pierre ont été faites dans différents domaines. On a l'actionnariat populaire pour demander à ce que à la base il y ait une participation des uns et des autres pour qu'ils se l'approprient et qu'en coopérative, on arrive à financer un certain nombre de projets qui sont porteurs, mais qui sont vraiment dans des domaines intéressants, mais aussi dans des localités. Donc, c'est un peu la dynamique qui nous est un peu présentée. Ce que vous dites qu'on doit faire, mais est-ce que ça veut dire que ce qui est présenté est mal fait? Bon, ce qui est présenté, je pense, excusez-moi, en fait, ça ne relève pas du professionnalisme. Ça ne relève pas du problème. En fait, ce sont des petites politiques, ainsi de suite, qui n'ont aucun impact. La question, d'abord, m'excusez, ce n'est pas d'abord la prérogative d'un gouvernement de transition. Lorsque dans une situation de guerre, après, ce que je dis, il faut faire le bilan, c'est-à-dire l'état des lieux dans tous les villages, c'est-à-dire les déplacés. Bon, vous avez les champs dévastés, les écoles détruites, ainsi de suite, les infrastructures. Il faut faire l'état des lieux et des déplacés. Combien d'élèves sont absents, quelles sont les infrastructures, etc., qui ont été détruites. Maintenant, faire une évaluation village par village. Maintenant, reconstruire les infrastructures. Et maintenant, se donner un programme sur 20 ans ou 30 ans, dire à partir des politiques régionales de développement. Chaque région, maintenant, met en place ce qu'on appelle le programme régionaux de développement à partir des objectifs nationaux, maintenant, de croissance économique, réduire la pauvreté. Donc, on aura résolu tous les problèmes vraiment d'industrialisation et d'emploi, disons, dans toutes les régions. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que telle région a besoin de ça. Non, c'est pas comme ça. Chaque région part avec de ses spécificités et de ses potentialités et maintenant mettre en place des politiques et puis maintenant l'État va coordonner. Là, on va régler les problèmes de fond dans chaque région avec des investissements et puis maintenant le retour de l'administration dans tous les régions. Évaluer aussi combien ça va coûter pour transférer tous les ministères dans toutes les régions. Et puis maintenant reformer l'administration et puis maintenant mettre en place des politiques de développement vraiment endogènes sur 20 ou 30 ans où on aura la visibilité, où tout le monde est d'accord. Lorsque il n'y a pas un consensus sur les programmes, ça ne peut pas réussir. Lorsqu'il y a un consensus sur les questions de développement et que, à la base, eux-mêmes, ils élaborent leur politique, là, on va résoudre les questions de fond et, disons, à long terme. Bon, tout ce qu'il faut là, non, ça en partie, en fait, pour moi, c'est des politiques, en fait, touchées par-ci, par-là. Non, il faut aller dans le fond
faire une évaluation de combien la Goguerre a coûté, et maintenant le coût du transfert de l'administration, et maintenant toutes les infrastructures qui sont détruites dans tous les villages, les reconstituer, les écoles et puis le retour de l'administration dans les villages et autres là. Donc lorsqu'on a rebâti maintenant l'administration, et maintenant que chacun gère sa région, et puis maintenant mettre l'accent maintenant sur les questions d'éducation et de santé, et même des infrastructures rurales aussi qui participent au développement, toutes les infrastructures rurales de développement, donc qui participent aussi à la croissance. Donc, là, on est dans vraiment du structurel, on parle de prospective. Maintenant, tout à l'heure, vous disiez, je ne sais pas si j'ai mal compris, que ce n'est pas le rôle d'une transition, mais ce n'est pas la vocation d'une transition. Qu'est-ce que vous entendez par là? Parce que ce n'est pas la vocation d'une transition, parce que toute politique relève d'une organisation politique. Toute politique relève d'une organisation politique avec un programme de développement à long terme. C'est ça que je voulais vous dire. C'est tout. Donc, les transitions, en fait, n'ont pas de programme. N'ont pas de programme politique. C'est-à-dire, parce qu'un budget, le budget, en fait, c'est la traduction de la politique, d'une organisation politique. C'est ça. Moi, je dis que lorsque vous mettez en place des trucs comme ça, là, en fait, ça doit refléter la vision d'une organisation politique qui met en place ça. Et puis maintenant, les autres vont discuter de leur politique. Et puis maintenant, dire, bon, votre politique, nous ne sommes pas d'accord, il faut ajuster par-ci, par-là. Le budget, nous n'allons pas le voter parce que le budget n'est pas orienté vers les secteurs sociaux, nous n'allons pas qui sont la salle. Donc, il y a tous ces groupes de pression, en fait, qui apprécient et qui sont des responsables d'organisations politiques qui donnent la vision globale au pays et à travers ces politiques de développement que les hommes peuvent apprécier à long terme. Alors, docteur, je lève une légère contradiction, vous allez peut-être expliquer. Si ce n'est pas le cas, vous dites que ce n'est pas du rôle d'une transition d'aller vers un certain nombre de politiques de développement. Et s'agissant de l'analyse du budget de l'État exercice 2024, qui est un budget d'un gouvernement de transition, vous apportez des critiques, vous estimez qu'on doit être dans le tout militaire, 29% alloué à la défense et à la sécurité, c'est trop, c'est énorme pour vous. Et du même coup, vous dites que ce n'est pas du rôle du gouvernement de la transition d'aller vers un certain nombre de politiques de développement. Expliquez-nous clairement. C'est pas une contradiction. C'est pas une contradiction dans la mesure où même ces prises de décision d'augmenter le budget aussi, c'est un risque pour un gouvernement de transition. Parce que on va nous laisser dans des problèmes structurels, hein, même si je prends les premiers gouvernements de transition. Qu'il y a eu les premiers gouvernements de transition. On a eu les mêmes problèmes. Les problèmes pour certaines dépenses, etc., qui ont été engagées. Et puis maintenant, de quel gouvernement de transition? Celui de Michel Kafando? Non, celui de Zida. Oui, on a eu des problèmes. Voilà. Donc, on a eu des problèmes. Donc, tous ces gouvernements-là, lorsqu'ils viennent, lorsqu'ils posent des actes, donc vous allez le payer cash après. Le gouvernement de Zida. Donc c'est pas en fait leur programme d'augmenter, parce que vous allez endetter. C'est pourquoi je dis que lorsqu'il n'y a pas de contre-pouvoir, c'est ça. Lorsqu'il n'y a pas de contre-pouvoir, vous avez cette situation d'augmenter le budget. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ceux qui vont venir après dire comment gérer. Et non, même pas aussi au niveau des générations futures. C'est de ça que je vous parle. Hein. C'est-à-dire, lorsque vous... Même un gouvernement de transition, au moins, il doit y avoir des gens au moins qui disent que... peuvent dire au moins, lorsque on crève le plafond, on va mettre le pays dans des problèmes. On peut avoir ça aussi. Dire que, voilà, qu'on crève le plafond. Tout à l'heure, je demandais les normes. On a 4,6% du PIB en termes de dette dans ce qu'on a comme budget qui nous est donné. C'est vrai que la norme, c'est 3%. Vous parlez des conséquences. Peut-être que ceux qui nous écoutent ne perçoivent pas vraiment très bien. C'est notre capacité à rembourser. C'est ce que ça aura comme impact sur même nos choix futurs, parce que la dette, ça se rembourse, et les pressions. Expliquez-nous peut-être un peu, parce que...
lorsque vous créez le plafond, lorsque vous avez un déficit budgétaire énorme, ça veut dire que vous avez augmenté votre niveau d'endettement, l'endettement à long terme. Et que lorsque vous n'avez pas la capacité de rembourser, en fait, vient de la croissance économique et des investissements. Lorsque vous n'avez pas cette perspective et vu la structure de notre économie qui est informelle à 90%, donc la capacité de remboursement sera un problème. Et à long terme aussi, sur le développement à long terme, on appelle l'indice de développement humain. Ça, c'est très important. Donc, nous allons avoir des problèmes, disons, au niveau de notre classement. Hein, au niveau de notre classement. Pendant que les autres investissent 30% dans l'éducation, nous investissons dans des secteurs où, sur le plan économique, disons, ont un impact négatif sur la croissance économique. Donc, à long terme, c'est ce que nous allons avoir comme problème. Donc, la question du déficit, comment le financer, dans la mesure où le financement dépend de la performance économique et de la croissance économique et des recettes prévisionnelles, ainsi de suite. Et l'autre aspect maintenant, c'est-à-dire les perspectives maintenant de long terme sur le développement social, en fait, d'indice de développement humain. Pendant que les gens investissent dans les secteurs, nous faisons dans des secteurs. Donc la question, c'est-à-dire c'est simple, hein, le principe de développement, c'est d'investir, même toutes les études ont été faites sur le Burkina et tous les ensembles du pays disent que lorsque vous investissez dans le secteur de l'éducation et de la santé, ça a un impact sur la croissance et la sécurité et que les dépenses militaires ont un impact sur l'insécurité. Donc, c'est pour répondre à votre question. D'accord, on comprend mieux. Et il y a, parce qu'on est en train d'aller allègrement vers la fin, pour moi, il y a un point aussi qu'on ne peut pas aborder. C'est vrai qu'on parle du budget, c'est prévision de recettes et de dépenses, mais il y a quelque chose qui est fondamental dans les économies, qui en fait, qui est ce sur quoi beaucoup de choses se basent, c'est la consommation. La consommation, c'est très important. Qui dit consommation parle de pouvoir d'achat. Et ces derniers temps, il y a eu beaucoup de débats sur ce qu'est notre niveau général des prix aujourd'hui. On a entendu un Premier ministre se féliciter de ce que le taux de croissance soit retombé très rapidement, mais on a fait la critique que le niveau général continue d'être élevé. Le président aussi, lors de son dernier discours, a préparé l'esprit de Burkinabé, a fait beaucoup plus d'efforts parce que sur la question de la guerre aussi, il faut toujours accompagner. Mais ça a un impact direct aussi sur la consommation. Et qui dit impact sur la consommation, c'est comme un effet boule de neige. Quelles peuvent être les craintes? Ou bien quelles sont les alternatives aussi à cela, par exemple pour un exécutif? Bon, je suis fondamentalement d'accord avec vous. Hein. Lorsque vous faites la pression, sur les consommateurs, donc ça a un impact direct sur la production. Le niveau de la consommation va baisser. Et par exemple, 90% des Burkinabés sont pauvres. Donc lorsque vous taxez, par exemple, celui qui a 200 000 francs de salaire au même niveau que celui qui a 30 000 francs de salaire, vous savez, donc il y aura un impact négatif sur la consommation. Non, d'abord sur le pouvoir d'achat, et sur le pouvoir d'achat aussi, la consommation la production aussi va baisser dans la mesure où les gens ne vont pas consommer. Si la production baisse, ça veut dire que les recettes de l'État aussi vont baisser dans la mesure où les chiffres d'affaires aussi vont baisser, ainsi de suite. Donc, il faut faire attention dans la prise de ces mesures-là. Mais quelle alternative? Parce que je sais que vous n'êtes pas d'accord avec l'effort pour la guerre, mais il y a un choix qui est fait. Est-ce qu'il y a une alternative possible pendant cet effort qui est demandé? Est-ce qu'il y a une alternative pour un exécutif pour relancer au moins cette consommation-là avec d'autres moyens? Ou bien c'est vicié? Non, c'est difficile dans la mesure où on relance la consommation lorsque déjà vous avez déjà une population qui a un pouvoir d'achat. Et puis maintenant, une économie aussi, en fait, qui produit.
Donc nous importons tout. Donc c'est très difficile en fait de lancer une politique par la consommation. Aujourd'hui maintenant, si vous lancez une politique même par la consommation, pour même relancer nos entreprises, vous allez enrichir la Côte d'Ivoire et la Chine, dans la mesure où ce sont ces produits-là qui viennent et maintenant on va les enrichir dans la mesure où on n'a pas de structure de production à nous-mêmes. Donc tout en fait relève pour moi, lorsqu'on demande l'effort de guerre et autres là, pour moi en fait, on n'arrive pas à gérer complètement de façon rigoureuse le budget de l'État. Lorsqu'on gère le budget rigoureusement, les recettes et les dépenses, donc ça peut permettre, par exemple, si vous ne payez pas les fournisseurs, ça aussi c'est très important. Lorsqu'on paye les fournisseurs, bon, vous avez, bon, l'État, bon, c'est le premier agent économique. Lorsque les fournisseurs sont payés, donc ça permet au moins d'augmenter au moins la consommation, parce qu'eux, ils sont là, ils emploient, et ainsi de suite. Donc, lorsque les fournisseurs ne sont pas payés, le crédit, donc ça a un impact direct sur la consommation. Si on fait déjà ça, qu'on paye les fournisseurs, et maintenant, ça peut aussi avoir un effet sur les activités économiques, mais il faut restructurer l'économie. Il faut restructurer l'économie, et lorsqu'on restructure l'économie maintenant, comme dit maintenant, on peut relancer la consommation. D'accord, nous sommes à environ 3 minutes de temps d'antenne. Une dernière question avec vous. C'est que le gouvernement est aussi engagé dans une dynamique de réduction du train de vie de l'État. Dans l'avant-projet de loi portant révision de la Constitution qui a été adopté en Conseil des ministres et qui devrait passer à l'Assemblée législative de transition, il y a un certain nombre d'institutions qui se doivent d'être supprimées. On parle du médiateur du FASO, on parle aussi au niveau de la Haute Cour de justice. Qu'est-ce que vous en pensez dans cette dynamique de réduire un peu le train de vie de l'État? Et aussi on parle de remise à plat des salaires au niveau de la fonction publique et des sociétés d'État en général. Bon, moi je pense que ces mesures-là doivent être prises de façon prudente. Bon, parce que si c'est au niveau des acquis des travailleurs aussi, je pense que c'est pas prudent de le faire dans la mesure où ce sont des acquis, et même qui peut avoir un impact aussi sur le pouvoir d'achat. Il faut voir ça aussi, un impact sur le pouvoir d'achat des fonctionnaires. Ça, il faut mettre en place. Maintenant, c'est réduire le train de vie de l'État, c'est une bonne chose, mais est-ce que ça sera efficace dans le long terme? On a vu ça partout. C'est bien. Le train de vie de l'État, c'est général. C'est de voir maintenant quels sont les points de vue dans toute réforme d'ajustement structurel. Quand on dit réduire le train de vie de l'État, c'est au niveau des dépenses de fonctionnement de l'État, les véhicules, les fournitures et autres là, et frais de mission. Donc c'est de voir maintenant sur quel volet le gouvernement veut faire des ajustements. Est-ce que ce sont les véhicules ou bien les fournitures et autres là? Donc c'est à ce niveau, ou bien maintenant on peut faire des ajustements pour le ministre du Trésor, les frais de mission, ainsi de suite, ou les véhicules, diminuer le nombre de véhicules, de parcs automobiles, avoir une gestion rationnelle, par exemple, de parcs automobiles. Donc, ça peut aussi avoir un impact sur une gestion rationnelle de l'État. Point final pour cette première audience du tribunal de l'actualité pour cette semaine. Je rappelle que le docteur Daouda Zouré, économiste, conseiller économique, auteur de plusieurs livres sur la finance publique, était notre convoqué à la barre du tribunal. Merci d'avoir répondu à la convocation. Merci. Merci Jules Geoffroy Baha pour les angles de regard et d'analyse. Merci à vous, auditeurs et téléspectateurs qui nous suivez depuis plusieurs villes du Burkina et qui êtes constants à cette émission. Ici au tribunal de l'actualité, la rigueur d'une justice équitable s'applique sur tous les sujets enrôlés. Au revoir et à demain pour une autre convocation.